Que signifie la place centrale d'un pays qui a vécu 2 révolutions et qui est en guerre? Point zéro de l'Ukraine? L'incarnation de l'indépendance? Ou le lieu des adieux aux soldats tombés au combat? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à mes invités, Anne et Laurent Chamassar, un couple d'écrivains français installés en Ukraine depuis 2023. Ils vont échanger leurs réflexions dans un dialogue. Nous enregistrons cet entretien à quelques centaines de mètres de Maïdan, que Anne et Laurent vont déchiffrer pour vous. Nous nous trouvons à Kiev, non loin de la place Maïdan. Et il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle à nos amis ukrainiens ou à notre famille, c'est pourquoi avoir fait le choix de venir en tant que citoyen français vivre en Ukraine, un pays qui est en guerre. Et en général, qu'est-ce que tu leur réponds quand on te pose ce genre de questions? Alors c'est vrai que ça peut être un choix un peu périlleux, mais qui s'explique très logiquement. En fait, le 24 février 2022 a représenté pour nous un choc en tant que citoyens européens et personnellement parlant. C'est le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. C'était un événement crucial. On a tout de suite compris que ce n'était pas une guerre comme les autres. C'est la première fois que la guerre revenait sur le continent européen depuis 1945 et on a tout de suite compris l'enjeu majeur que c'était, la liberté, donc la liberté de l'Ukraine bien sûr, mais aussi plus loin, de manière plus vaste, celle de l'Europe. Donc c'était le début d'un événement de haute intensité, très dangereux, qui était trop crucial, trop important personnellement parlant pour qu'on la vive à distance. On ne pouvait pas vivre cet événement via les médias à 2000 km de distance. Je pense que c'est pour ça que nous avons eu le désir de venir sur place, de venir nous installer ici pour partager cette lutte. Tout à fait. Et donc, nous avons fait ce choix et nous sommes arrivés à Kiev en décembre 2023. Et je me souviens très bien, donc au cœur de cet hiver 2023, je me souviens très bien qu'une des premières choses que nous avons faites en arrivant dans la capitale, c'est d'aller sur la place Maïdan. Le point central de Kiev. Oui, central en effet. Alors si on cherche un peu à le définir dans l'espace, on a cette place Maïdan, au nord l'ensemble monastique de Saint-Michel-au-Dôme d'Or, plus à l'ouest Sainte-Sophie, qui est aussi emblématique du paysage kievien, plus au sud le grand boulevard Khreshchatyk, qui est un haut lieu de promenade, et à l'est de cette grande place Maïdan, le quartier des institutions, avec le palais présidentiel et la Rada, qui est le Parlement. Et c'est donc au centre de la capitale, mais également c'est le centre symbolique du pays. C'est le centre symbolique de l'Ukraine libre et démocratique. Et pour preuve, par exemple, au centre de la place Maïdan, donc au centre du centre, il y a au sol, inscrit dans la terre, les kilométrages qui séparent Kiev des principales villes ukrainiennes. Donc par exemple, il y a Odessa qui est environ à 440 km, mais également Sébastopol, donc ville ukrainienne qui se situe actuellement en Crimée occupée, qui est à 680 km, et par exemple Louhansk, qui se situe dans le Donbass, une région également qui attend sa libération, qui est à 665 km. 665 km jusque Louhansk. Alors en fait, on est à Maïdan comme au point zéro de l'Ukraine, mais il y a sans doute des gens qui ne connaissent pas la place directement, et c'est vrai qu'elle est quand même particulière. Est-ce que
on pourrait la décrire. Est-ce qu'on pourrait commencer par la décrire? Oui, on l'a située dans l'espace et maintenant, visuellement, qu'est-ce que ça fait d'être sur cette place? Alors déjà, il y a un sentiment d'être... c'est une place qui est très grande, qui est oblongue et qui est vaste et c'est un ensemble monumental qui est en héritage direct de la période soviétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les bâtiments qui étaient là avant la période soviétique? Ils ont été en partie détruits déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après, volontairement démolis par le pouvoir soviétique. À froid, qui a donc démoli cette architecture typiquement ukrainienne pour la remplacer par un ensemble monumental de type stalinien, c'est-à-dire fonctionnel, massif, assez froid, grandiloquent, et qui forme en son centre un espace propice au défilé, à la parade, c'est-à-dire qu'avec la création de cette place Maïdan, c'était pas la place Maïdan à cette époque-là, de cette place par le pouvoir soviétique, c'était une façon de créer une vitrine du pouvoir autocratique. D'ailleurs, avant qu'elle s'appelle la place Maïdan, la place portait un autre nom, elle s'appelait la place soviétique, tout était dit, ou alors la place de la Révolution d'octobre. Donc on est en plein dans la vitrine, et c'est avec l'indépendance de 91, donc, quand l'Ukraine accède à sa seconde indépendance, que la place change de nom. On abandonne la toponymie soviétique et puis on choisit le mot de Maïdan Nezalezhnosti, c'est-à-dire Maïdan veut dire place et puis Nezalezhnosti veut dire indépendance, donc la place de l'indépendance. Alors, le mot Maïdan est un mot ukrainien qui est d'origine orientale, persane, si je ne fais pas d'erreur, et donc qui a été choisi plutôt que l'autre mot ukrainien, plochtcha, qui aurait peut-être été écarté parce qu'il était vraiment très proche du russe. Alors, on a choisi le mot Maïdan comme une originalité, et puis surtout peut-être comme un premier signe de divergence linguistique et identitaire. Oui, une façon de bien prendre ses distances par rapport à Moscou. Et en même temps qu'elle change de nom, qu'elle devient Maïdan, cette place change également de fonction. Elle n'est plus du tout cette vitrine Potemkin. Elle est investie vraiment par les citoyens, par les Ukrainiens qui sont en train de construire leur État. Et ce qui inaugure Maïdan en tant que tel, c'est une révolution. La première révolution qu'on appelle la révolution de granit. Il y a trois révolutions majeures dans l'histoire de l'Ukraine contemporaine. Et la première, c'est la révolution de granit en 1990, c'est-à-dire quelques mois avant l'indépendance. C'est une révolution qui a lieu sur cette place où les étudiants ukrainiens se sont rassemblés pour protester contre la corruption, les élections truquées, l'ingérence russe, et pour donc demander et exprimer haut et fort leurs aspirations à la liberté, à la démocratie. C'est la première révolution qui a vraiment baptisé en gros Maïdan. Et puis il y a en effet, donc à cette époque-là, Maïdan n'est plus une vitrine, c'est une arène. C'est-à-dire que c'est un lieu où les gens viennent et où ils se battent pour ce qui compte pour eux. La deuxième révolution importante, c'est la révolution orange, qui a eu lieu en 2004. Là encore, c'est une révolution citoyenne qui réclame à nouveau des élections transparentes, libres, pour lutter contre la corruption et l'ingérence russe. Précisons d'ailleurs que ces révolutions étaient pacifiques. Oui, ce sont toujours des révolutions pacifiques. Oui, c'est vraiment le rassemblement citoyen. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant de voir que c'est vraiment le peuple, au-delà même des partis ou même des régions, puisque, en général, toutes ces révolutions étaient suivies par pas simplement des habitants de la capitale, mais des gens qui affluaient de toute l'Ukraine parce que pour construire leur pays et pour dire ce qu'ils exigeaient de fondamental pour leur pays. Et donc la deuxième révolution qui a lieu sur Maïdan, la révolution orange, qui avait déjà marqué les esprits en Europe. Et puis celle qui nous a marqué encore plus, c'est en 2014, l'Euromaïdan. Celle qui est la plus proche de nous, en fait, qui a maintenant 11 ans. L'Euromaïdan, en fait, c'est peut-être la plus décisive
parce que c'est déjà celle qui est la plus contemporaine, la plus proche de nous, et puis aussi celle qui a vraiment fait office de déclencheur flagrant à tous les points de vue. En fait, Euromaïdan en 2014 a duré plusieurs mois, c'était l'hiver. Dieu sait que l'hiver ici à Kiev sait être rigoureux. Les Ukrainiens ont bravé le froid et la répression pour, au terme du processus révolutionnaire, remporter cette révolution et réussir à ce que le président Yanukovych, qui était donc un oligarque pro-russe, soit destitué. Alors c'est une révolution qui a commencé sous le signe du pacifisme, mais qui a subi de violentes répressions et qui a totalisé une centaine de morts quand même, ce qui est beaucoup, dont 40 au dernier jour de la Révolution, lorsque les tireurs d'élite de la police du président Yanukovych a ouvert le feu directement sur les manifestants. Alors c'est un acte quand même gravissime de tirer sur la foule. Et cet événement qui est d'ordre traumatique a encore ses vestiges visuels et mémoriels à Maïdan et proche de Maïdan. Les martyrs, les victimes de la révolution de l'Euromaïdan sont encore honorés. On voit leurs portraits sur les bords de la route, de la rue piétonne qui monte vers les institutions et vers le palais présidentiel. Et chaque année, donc le 20 février, qui est la date de ce massacre, en fait, qui marque la fin de la Révolution, la victoire de la Révolution, tous les 20 février, il y a des commémorations, et même on pourrait dire que, étant donné que ce lieu est juste à côté de Maïdan, le souvenir est quotidien. Le souvenir est omniprésent, et même en dehors de cette date vraiment importante qui se reproduit chaque année, le 20 février, en dehors de cette date, il y a toujours des bougies, des fleurs devant les portraits de ce qu'on appelle les sangs célestes, donc de ces manifestants qui ont été massacrés parce qu'ils réclamaient la démocratie. Alors l'autre nom de l'Euromaïdan, c'est la révolution de la dignité. Oui, et c'est, à mes yeux, le mot dignité symbolise toute l'Ukraine. La dignité, étymologiquement, c'est quelque chose qui est lié au mérite. Et c'est aux antipodes de l'oligarchie, de la corruption, de la mafia, des affaires, etc. C'est être méritant et mériter aussi ce qu'on a. Et la dignité, donc valeur phare de l'Ukraine et de l'État ukrainien, c'est le moment de la prise de conscience de l'ukrainité, donc aussi de retrouver sa langue, retrouver son passé et être digne, des citoyens dignes, c'est-à-dire libres, responsables et qui ne veulent plus vivre en esclaves, qui ne veulent plus subir ce qu'ils ne sauraient cautionner. Et c'est également donc, construire son identité nationale et puis l'ouvrir également sur un espace plus vaste européen pour se protéger également du voisin menaçant et du voisin qui combat toute cette dignité. Bien sûr. Alors, la dignité, finalement, est synonyme d'une citoyenneté responsable, libre et indépendante. Alors, ce qui est quand même flagrant, c'est qu'il y a eu une réponse russe à l'Euromaïdan, d'emblée, concomitante à la fin de la Révolution, au triomphe de la Révolution. Le Kremlin, Moscou, a répondu immédiatement au désir d'émancipation de l'Ukraine. Alors, quelle a été la réponse russe ? En 2014, ça a été la violence. Tout de suite, il y a eu les fameux petits hommes verts, comme on appelle ces troupes qui agissaient sans insigne et sans drapeau. Les petits hommes verts sont entrés en Crimée, dans la péninsule de Crimée qui appartient constitutionnellement au territoire souverain de l'Ukraine, sont entrés et ont envahi illégalement la Crimée. Donc en un mois, la Crimée a été illégalement envahie. Et puis, il y a eu aussi la guerre du Donbass. C'est le début de la guerre du Donbass, c'est-à-dire cette sorte de guerre larvée, louche, étrange, avec un mouvement indépendantiste mal défini, un peu sorti de nulle part, alimenté en sous-main et créé peut-être de toutes pièces, en fait, par Moscou. Donc c'est une réponse violente. C'est l'apport de la violence sur le territoire ukrainien. Voilà, et cette violence qui a commencé, qui s'est introduite sur le territoire ukrainien en 2014, elle n'a fait au fil des ans que
que continuer, que croître et que s'affermir, puisque à quoi ça aboutit tout ça ? Ça aboutit au 24 février 2022 où la violence a explosé de façon paroxystique et où il n'était plus possible de se cacher la réalité sous de faux prétextes et de faux mensonges, et où le projet russe a explosé en plein jour, c'est-à-dire envahir l'Ukraine, casser l'Ukraine. Je rappelle qu'en 2022, les chars sont arrivés jusqu'en périphérie de Kiev, il y a eu une bataille. Et que donc la ligne de mire de Moscou, c'est bien évidemment lutter contre l'identité ukrainienne, un projet donc qui se déroule sur des décennies, mais aussi sur plusieurs siècles, et de nier. Et ça explose. Enfin voilà, c'est arrivé dans la conscience mondiale en 2022, et surtout. Donc oui, le début de l'invasion, le 24 février 2022. Tout de suite, comme on le disait tout à l'heure, c'était un choc un choc d'ordre personnel, mais aussi pour le monde entier. Comment ça s'est traduit au niveau de Maïdan, c'est-à-dire au point zéro de Kiev et au point zéro de l'Ukraine? Comment l'invasion à grande échelle, quel a été l'aspect visuel de l'évolution des combats au fil des semaines, au fil des mois de résistance, alors que les combats faisaient rage et que... rien n'était encore décidé, tout était vraiment dans l'urgence, eh bien, les habitants de Kiev ont commencé à planter des petits drapeaux. Alors, spontanément, dans un endroit de Maïdan, au pied de la colonne de l'indépendance, qui est une colonne qui a été érigée en 2001 pour les 10 ans de l'indépendance. Donc, au pied de cette colonne, il y a un carré de pelouse. Et les Kieviens, les Ukrainiens, ont commencé à, spontanément, planter des petits drapeaux d'une dizaine ou d'une vingtaine de centimètres de haut sur ce carré de pelouse pour honorer les victimes, pour honorer les résistants, tant civils que militaires, qui, jour après jour, semaine après semaine, alors que le conflit s'étirait au fil du temps, pour honorer leur mort. Alors, ces drapeaux s'accompagnaient de bougies qui étaient sous verre. Ils imprimaient également les portraits des défunts, des militaires et des civils. Ils les mettaient sous plastique pour les protéger de la pluie et des intempéries. Mais précisons que ce lieu, donc ce n'est pas un cimetière, il n'y a pas de corps, c'est un lieu mémoriel. Ce n'est pas un cimetière. Et les portraits sont très importants dans ce cas-là, puisque on est face à face avec le visage de ceux qui se sont engagés pour défendre leurs idéaux et qui ont perdu la vie dans ce combat. Et ce qui frappe aussi, c'est quand on voit ces portraits, quand on est face à face avec ces gens de tous âges, de hommes, femmes, etc., c'est qu'on se rend compte que l'armée qui se bat pour l'Ukraine est devenue, petit à petit, s'est constituée par les civils. Ce sont les civils qui ont pris les armes, qui se sont engagés pour défendre leur territoire et leur identité. Et c'est-à-dire que les gens qui ont perdu la vie dans les tranchées, au front, ce sont les personnes qu'on aurait pu rencontrer tout à l'heure en marchant jusqu'ici, ce sont nos voisins. Et cette dimension est très importante pour le conflit actuel en Ukraine. Alors, en fait, ce qui est flagrant, c'est que tous les chemins mènent à Maïdan. C'est-à-dire que quand on habite à Kiev, c'est quand même le centre de la ville, on y passe régulièrement. Et les résidents que nous sommes amenés à nous rendre à Maïdan presque chaque semaine. Et on voit, depuis 1 an et demi que nous habitons ici, que cet espace mémoriel où il y a les drapeaux, les portraits, évolue. Oui, et il est à chaque fois plus important. Il y a de plus en plus de drapeaux, puisque la guerre dure dans le temps. L'espace a donc doublé, peut-être triplé, et c'est aussi une façon d'être face à la fois au temps de cette guerre et à la fois à l'ampleur des pertes. Et les drapeaux donc continuent à s'étaler, et ce sont des drapeaux en majorité ukrainiens, mais on remarque aussi qu'il y a de plus en plus de drapeaux de nationalité étrangère, notamment par exemple beaucoup de drapeaux géorgiens. C'est très visible. Ou bien des Biélorusses, des Polonais, des Baltes. Des Tchèques. Des Tchèques ou des Tchétchènes. Et ces drapeaux-là, ils montrent également, si besoin était de le rappeler, que
la guerre qui a lieu en ce moment sur le territoire ukrainien est une guerre de type colonial. Et que c'est la raison pour laquelle tous les peuples, toutes les nations qui avaient déjà eu à pâtir par le passé ou qui ont à pâtir encore actuellement et qui craignent éventuellement d'avoir à en pâtir dans le futur, toutes ces nations-là, Géorgiens, Biélorusses, Tchétchènes et les États baltes, etc., se sentent directement concernés et se sont volontairement mis aux côtés des Ukrainiens pour se défendre, puisque ce que cherche à faire la Russie, c'est reconstruire, restaurer le pacte de Varsovie, reconstruire son empire et défendre l'Ukraine. On le voit avec la présence de drapeaux étrangers. C'est défendre l'Ukraine, bien sûr, mais c'est au-delà de l'Ukraine, c'est défendre l'Europe. Alors, il y a défendre l'Europe, puisque, bien sûr, les drapeaux ukrainiens sont majoritaires. Les drapeaux les plus nombreux, en second lieu, ce sont les drapeaux des nations de l'ex-URSS, ou alors les drapeaux tchèques, les drapeaux polonais, etc. Mais au-delà de ça, on voit aussi des drapeaux allemands, des drapeaux français, des drapeaux britanniques, on voit des drapeaux de l'Union européenne, on voit des drapeaux des États-Unis d'Amérique, on voit des drapeaux canadiens, on voit des drapeaux japonais, des drapeaux sud-coréens, voilà. Et alors, donc, etc. Et donc, selon toi, alors pourquoi ? Parce que si l'engagement des nationalités de l'ancien bloc soviétique se justifie facilement, comment t'expliques la présence, par exemple, de drapeaux australiens ou colombiens ou néo-zélandais ? Parce que c'est assez facile à expliquer. Je pense que on est au-delà d'un conflit régional, local. On est dans un conflit qui est mondial puisqu'il concerne la valeur. C'est-à-dire que s'affrontent en Ukraine deux systèmes de valeurs absolument antinomiques qui divisent le monde en deux, ou qui divisent tout de suite par les volontaires qu'on voit. Deux conflits de valeurs avec deux systèmes qui sont complètement antinomiques et incompatibles. D'un côté, on a une certaine vision du monde axée sur la liberté, sur l'individu, sur le respect et la dignité, sur la démocratie, sur le libre arbitre. Et puis de l'autre côté, on a des systèmes qui sont basés sur l'autocratie, la force, la notion impérialiste, la notion presque revancharde, guerrière, militariste. Donc en fait, il y a deux systèmes de valeurs qui s'affrontent ici. C'est pour ça que le conflit devient d'ordre mondial, parce qu'il nous concerne tous. La valeur, qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Comment on organise ce monde ? Je pense qu'il y a... On ne franchit pas trop de limites, on ne parle pas trop... Je pense qu'on peut parler de guerre d'ordre métaphysique, dans le sens où il y a un bien et un mal. Ce qui se passe ici, c'est une lutte contre le mal. Et d'ailleurs, le président Zelensky emploie régulièrement le mot « mal » quand il parle de la lutte qui se passe contre la Russie impérialiste et expansionniste. Et je pense que ce n'est pas du tout outré. C'est totalement justifié. C'est vraiment la lutte de la vérité contre le mensonge. On sait à quel point la désinformation russe est puissante et opiniâtre. Le président Poutine qui dit lutter contre le militarisme alors que la Russie est l'État le plus militarisé du monde. Lavrov qui incite les Occidentaux à ne pas réécrire l'histoire et d'admettre que l'Union soviétique, voire la Russie, a gagné à elle seule la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, tout ça c'est de la désinformation et du mensonge, c'est un retournement des valeurs qui fait qu'on arrive à une vision manichéenne, le bien contre le mal d'ordre métaphysique. C'est la liberté contre l'esclavage. Oui. Et c'est la raison pour laquelle également, donc n'importe qui sur le globe terrestre peut se sentir concerné par cet engagement, puisque ça dépasse bien évidemment le cadre de l'État-nation. Et c'est pour ça qu'on voit des drapeaux du monde entier. Mais pour en revenir aux drapeaux, on disait tout à l'heure que l'espace avait évolué. Oui. Bon, de plus en plus de drapeaux, et là c'est malheureusement parce que le conflit engendre de plus en plus de victimes, mais seulement. Oui, parce qu'il y a également, donc au départ, ces drapeaux qui ont été mis de façon spontanée, un peu les uns à côté des autres, sans plan préétabli. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On remarque que
il y a eu comme une tentative d'aménagement de ce lieu cérémoniel et que sont apparus des allées de cailloux entre les drapeaux qui permettent d'approcher ce champ maintenant assez vaste de drapeaux, comme un champ d'honneur. Il y a également eu des regroupements par nationalité ou par bataillon et on voit même l'apparition de portraits qui sont gravés dans la pierre. Donc on voit que le geste spontané s'est un peu inscrit dans le temps et qu'il cherche un peu à rester dans la durée. Alors en fait, oui, c'est flagrant et au fur et à mesure du temps, quand on passe à Maïdan, il y a toujours des nouvelles allées balisées avec des petits cailloux blancs ou rouges. On a l'impression qu'on ordonne par là une sorte de chaos. On essaye de donner un sens à quelque chose qui sinon serait de l'ordre de l'absurde et de l'insoutenable, de l'intolérable, du mal en fait. On aménage une sorte de sanctuaire. Oui, complètement. Et j'ai même l'impression que Maïdan, parce qu'on avait dit que Maïdan, la place centrale de Kiev à l'époque soviétique était une vitrine, que à partir de l'indépendance et de la construction étatique de l'Ukraine libre, la place Maïdan était devenue une arène. Et j'ai l'impression qu'à partir de 2022, donc à partir de l'invasion à grande échelle, Maïdan a encore changé de fonction. Elle a gardé son rôle crucial, pivot pour la nation ukrainienne, mais elle a changé de fonction, elle est devenue un sanctuaire. Et on le ressent, puisque dans la notion de sanctuaire, il y a quelque chose donc de sacré, mais également d'intime. Comme dans le sanctuaire, il y a quelque chose qu'on protège, qu'on préserve. Pourquoi ? Parce que menacé. Et pourquoi ? Parce que précieux. Et on le voit justement dans les drapeaux et dans les portraits, toutes ces vies qui ont été perdues. Elles sont précieuses et les Ukrainiens en sont extrêmement conscients. Elles sont précieuses, ce sont des individus avant d'être des soldats qui sont morts, ce sont des citoyens. Et on voit bien que, en général, les monuments funéraires, commémoratifs militaires agissent par ramassement. Ce sont des pierres, une colonne avec des noms, etc. C'est quelque chose d'assez abstrait. Même dans l'idée de militaire, il y a une idée d'uniformité, où on perd un peu son identité. Alors que là, c'est tout l'inverse, puisque justement, les Ukrainiens, ils prennent les armes, donc ils deviennent soldats, mais ils luttent pour l'identité. Alors, c'est un sanctuaire, oui, parce qu'il préserve. Il préserve, pourquoi ? Parce qu'il est menacé. Il préserve quelque chose de très précieux, d'irremplaçable, d'inestimable. Il préserve, en fait, le sacrifice. Oui. Ce qui est vraiment retombé sur... on parle d'individus, et c'est vrai qu'ils sont prégnants. On les voit à Maïdan, les portraits. Rien n'est abstrait, finalement. Ça pourrait être nos voisins, nos frères, nos sœurs. On les voit, les portraits. Voilà. Tous ont des dates de naissance et de mort. On sait généralement où est-ce qu'ils sont morts, oui. etc. Et si on rebondit aussi sur l'idée de sanctuaire, et donc qui évoque également donc, ce côté sacré, donc le côté du sacrifice sacré, qu'il soit sacrifice antique, pas simplement le sacrifice des monothéismes, mais le sacrifice en tant que pratique métaphysique, justement, quand tu employais le terme, eh bien c'est ça, puisque le sacrifice, c'est la perte d'un individu ou de quelques individus pour sauver quelque chose qui les dépasse, pour sauver un ensemble qui les dépasse, qui les transcende. C'est un geste d'amour. Et justement, on ressent bien ça. On ressent que ce n'est pas une perte. Bien sûr, il y a la perte individuelle, il y a la perte, mais que c'est au nom d'un gain bien plus grand. Et que voilà, c'est aux antipodes, justement, de la conception des soldats qu'on peut justement constater du côté russe. Qui sont abstraits, privés d'individualité, utilisés comme de la chair à canon. Comme chair à canon, qui n'ont plus de libre arbitre, qui sont de simples numéros, voire des statistiques. Finalement, on retombe directement sur l'aspect vitrine, l'aspect parade du début de Maïdan de l'ère soviétique, où on imagine des colonnes de soldats anonymes. Voilà. Et finalement, la sanctuarité de Maïdan actuellement, depuis 2022, est aux antipodes de ça, l'individu prime. Tout à fait. Alors, qui dit sanctuaire dit sacré. Alors, ce qui est flagrant également à Maïdan, c'est la régularité des enterrements militaires. Oui. Parce que tous les enterrements militaires aboutissent à Maïdan. Mm-hmm.
Comme on disait au départ, géographiquement, à quelques centaines de mètres vers le nord, se trouve Saint-Michel au Dôme d'Or, un édifice religieux majeur à Kiev. Et les enterrements religieux s'accomplissent dans cette église magnifique. Puis les cortèges descendent. On sort de l'église, on est dans un contexte sacré, on descend et on aboutit à Maïdan pour un hommage militaire, civique, citoyen. On passe d'un sanctuaire religieux à un sanctuaire civique. Qui est civique. Alors, les cortèges sont quand même absolument touchants, bouleversants, très fréquentés. Et puis, on se rend compte que les gens sur le passage du cortège sortent de chez eux, les voisins sortent, les boutiquiers se mettent sur le pas de leur vitrine. Et les gens participent au cortège, même s'ils ne connaissaient pas la victime, le défunt, mettent un genou en terre, se décoiffent, posent leurs mains sur leur cœur. Quand le cortège passe, la circulation à Maïdan est arrêtée. Les automobilistes descendent, regardent le cortège, se taisent, posent leurs poings sur leur cœur. Et on est vraiment dans une sorte d'honneur très digne, très poignant, qui relève directement du sanctuaire, de la préservation de quelque chose de très très important et d'irremplaçable. Oui, mais également justement de menacer. Et ce qu'on peut espérer, c'est que donc Maïdan joue son rôle important, aussi ce rôle de processus de deuil et de reconnaissance de l'effort humain qui est fait par la nation. Mais voilà, tous ces gens-là, ils se sont aussi battus pour un idéal, pour que cette menace cesse. Alors, on parle beaucoup actuellement de cessez-le-feu, de paix négociée, tout cela est très balbutiant, bourré de mauvaise foi de la part de la partie adverse, n'est-ce pas ? On a envie de se demander jusqu'à quand cette sanctuarité sera à l'œuvre et si on traduit le temps dans l'espace, jusqu'à quand cette zone des drapeaux commémoratifs va-t-elle s'étendre ? Parce que toute guerre a une fin quand même. La vocation de l'Ukraine, c'est pas d'être menacée jusqu'à la fin des temps. Tout à fait. Et c'est de tourner la page de cette guerre, de rendre hommage à ceux qui ont contribué à la victoire qu'on attend, à la réintégration de tout l'espace ukrainien au sein du pays, donc intégrité territoriale, et puis aussi donc accès à la donc, démocratie, valeurs, dignité, toutes les valeurs phares de l'Ukraine. Pourquoi les gens se sont battus. Et on espère qu'une fois que tout cela sera gagné, sera acquis, eh bien, on espère que Maïdan n'aura plus à être un sanctuaire. Maïdan aura sans doute à encore être au cœur de la nation ukrainienne, mais sans doute qu'elle aura encore à changer de rôle. Alors, qu'est-ce qu'elle deviendra, la place Maïdan, après ? Dans le monde idéal, Maïdan deviendrait comme un forum, comme une place vraiment citoyenne où on n'est plus simplement en train de manifester contre quelque chose de rigide, contre un ordre qu'on n'arrive pas à faire bouger. On n'est pas en train de pleurer parce qu'on perd nos enfants, on perd nos frères, etc. Mais on est en train de discuter parce qu'on construit l'avenir. Et justement, on attend le moment où Maïdan deviendra un forum. Un lieu de confluence citoyenne, civique, un lieu de démocratie, de débat, de paix, de débat, d'accord, de prospérité. C'est tout ce qu'on peut souhaiter et on espère aussi que ce temps arrivera le plus vite possible. Tout à fait. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'avais à mes côtés Anne et Laurent Chamassar, un couple d'écrivains français installé en Ukraine depuis 2023. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.